Ou quand on pense à notre propre avenir, il est inévitablement question du lieu de vie, de la résidence. Myriam, quels sont les types de ressources qu'on retrouve pour les personnes âgées au Québec? Bien, il y a ce qu'on appelle les CHSLD, bien sûr, vers lesquels on doit être dirigé par des professionnels du réseau de la santé. Il y a aussi les ressources familiales ou intermédiaires, mais bien sûr, là, ce qu'on connaît le plus, ce sont les résidences privées pour personnes âgées. Et c'est là-dessus qu'on va se pencher spécifiquement aujourd'hui. Juste les résidences privées, c'est un monde très vaste. Oui, il y en a plus de 1200 au Québec, de tous les types, pour les personnes aînées, autonomes ou semi-autonomes, des plus petites comme des plus grandes, des luxueuses comme des plus modestes. C'est pas nécessairement facile de faire un choix. Non, surtout de savoir par où commencer pour faire ses recherches. Je me suis donc informée auprès de la FADOC, la Fédération de l'âge d'or du Québec. C'est un organisme qui soutient les personnes âgées. On regarde ton reportage. Il y a plusieurs types de résidences pour personnes âgées. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux résidences privées. Comment on peut les définir, ces lieux-là? La Loi sur la santé et les services sociaux définit les résidences privées comme étant à la fois des édifices à logement locatifs et puis qui vont également offrir des services dans au moins 2 catégories qui sont définies par la loi, soit les repas, l'entretien ménager, les services d'assistance personnelle, les services infirmiers, la sécurité et les loisirs. Et dans les résidences privées, il y a 2 types, si je comprends bien, pour les personnes autonomes et semi-autonomes. Ça veut dire quoi concrètement? La loi va distinguer 2 catégories de résidences en fonction des services qu'elles vont offrir. Pour les résidences offrant des services pour une clientèle semi-autonome, ces résidences-là vont offrir des services infirmiers, tandis que les résidences pour personnes autonomes n'offrent pas de services infirmiers. Et est-ce qu'il y a une accréditation qui existe pour que les résidences puissent opérer? Depuis 2007, le ministère de la Santé et des Services sociaux oblige les résidences à obtenir à tous les 4 ans une certification qui s'assure du respect des normes socio-sanitaires de base, qui prend aussi en compte tout ce qui touche à la sécurité incendie, la formation du personnel, la qualité de l'alimentation. Donc finalement, c'est un gage de qualité. La certification n'est pas un gage de qualité absolue dans les résidences. Il s'agit plutôt d'un seuil minimal que toutes les résidences au Québec doivent respecter pour être en mesure d'accueillir une clientèle aînée. Mais ensuite, il peut y avoir énormément de différences d'une résidence à l'autre. On a parlé des services, mais il y a aussi l'aspect administratif. Il faut signer un bail, comme dans tout appartement. À quoi on doit penser avant de signer ce document-là? Je dirais qu'il ne faut pas signer un bail à la première visite. Il y a 2 parties dans un bail en résidence. Il y a le bail standard, qui est celui de tous les locataires au Québec. Et puis, il y a une deuxième partie qui s'appelle l'annexe au bail. C'est là qu'on va retrouver tous les services que la personne a choisi de prendre dans la résidence. C'est très, très important que l'annexe au bail soit bien remplie et que le montant de chacun des services individuels soit clairement indiqué, parce que si jamais la personne doit déménager, il y a un préavis de 2 mois que la personne doit donner au propriétaire et durant ce préavis de 2 mois-là, la personne ne va devoir payer que le loyer et non les services. Souvent, la transition entre la demeure familiale et la résidence se fait dans l'urgence. Mais si on a planifié, là, à quoi il faut penser? D'un, il faut penser à ses besoins. Quel service elle veut en résidence? On parle des services dont la personne a besoin actuellement, mais également de garder un œil et de réfléchir aux services dont on pourrait avoir besoin. Parce que souvent, ce qui va faire augmenter les coûts en résidence, ce sont le coût des services qui s'ajoute beaucoup plus que le coût du loyer comme tel là, qui va augmenter. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, on parle d'un coût moyen pour une place standard en résidence privée aux alentours de 1 600 $ par mois, tandis qu'une place en résidence privée avec service assidu tourne autour de 3 000 $ par mois. Donc, c'est important là, de trouver un équilibre entre qu'est-ce qu'on est capable de se payer maintenant, qu'est-ce qu'on va être capable de payer plus tard, puis il y a un élément de chance ou de malchance aussi là, dans tout ça. Merci de vos conseils, M. Guerrera. Bien, ça m'a fait plaisir. Alors, Myriam, il y avait vraiment des beaux figurants dans ton reportage. Oui, des gens vraiment charmants là, qui nous ont vraiment bien accueillis lors du tournage. Je trouve que c'est une belle preuve là, que les aînés au Québec sont de plus en plus en forme et actifs.
Donc, c'est important pour eux de trouver un endroit là, qui va répondre à leurs besoins, où ils vont pouvoir s'épanouir aussi. Oui. Bien, justement, parlons-en des besoins. Tu nous parlais dans le reportage de l'importance de prévoir les besoins actuels, les besoins futurs en cas de maladie, perte d'autonomie, mais il y a aussi la prévoyance financière qui est d'une importance capitale. C'est crucial parce que ça peut vraiment devenir cher. C'est sûr que les crédits d'impôt pour maintien à domicile, mais il y a des statistiques là, qui nous disent qu'une durée moyenne d'un séjour en résidence est de 6 ans. Ah oui? Donc, si on fait le calcul, là, ça peut monter jusqu'à 114 000 $. C'est beaucoup d'argent. Mais si on n'a vraiment pas le temps, là, parce que dépendamment de la situation, des fois, on peut être pressé, on peut travailler à temps plein, s'occuper des parents. Est-ce qu'il y a des associations, des agences qui peuvent nous aider pour accélérer le tout? Là? Oui, complètement. Il y a des agences qui sont spécialisées là-dedans. Je pense notamment à Vis-à-vis, à Hébergement Conseil, à l'agence d'hébergement Doré, par exemple. Et d'ailleurs, tout récemment, il y a une plateforme qui a été mise en ligne sur le web qui s'appelle j'aidemesparents.ca. C'est vraiment une bonne source là, d'informations pour pouvoir s'orienter dans nos recherches. Quelle bonne idée. Est-ce qu'il y a des frais pour ça? Non, c'est complètement gratuit. En plus, parce que ce sont les propriétaires des résidences qui paient les frais aux agents. Donc, il y a peut-être des ententes là, et des commissions, mais de façon générale, on peut avoir un vraiment bon service. D'ailleurs, les gens de la FADOC là, nous le recommandent. Très bien. Bon, on prend toute l'aide à laquelle on peut avoir accès. Merci, Myriam. Merci à toi.